Et pour démarrer ces news, on va démarrer par ce qu'il s'est passé au Marcelo Bielsa, il y a quelques jours maintenant, c'était lors de la demi-finale retour le demi-finale, pardon, du quart de finale, pas retour non plus puisque c'est des matchs secs, ça commence très fort. C'était lors du quart de finale de Copa Argentina qui opposait Boca au Gimnasia, match délocalisé au Marcelo Bielsa de Rosario. Je rappelle que, et vous allez voir que ça a son importance quand même, les matchs de Copa Argentina sont les seuls matchs de football entre clubs en Argentine qui acceptent qu'il y ait les deux inchadas présentes, les deux groupes de supporters présents, d'où le fait de jouer aussi sur des terrains neutres. Là, on était à Rosario. Et on va donc commencer par ce qu'il s'est passé durant ce match, au retour des vestiaires, ça avait déjà un petit peu chauffé en première mi-temps, mais c'était des invectives, etc., etc. Et surtout, au retour des vestiaires, alors que la deuxième période allait démarrer, ça a commencé à s'envoyer des projectiles, notamment les supporters du Gimnasia. Si vous avez les images, ce sont ceux qui sont sur la gauche de votre écran et qui envoyaient des projectiles vers les supporters de Boca qui étaient sur ce que l'on appelle la platea. Donc, en gros, les tribunes, je ne sais pas comment dire, de face et d'honneur hein, dans la plupart des stades en France. Bref, donc ça a commencé à chauffer. La situation, on sentait que ça montait. On sentait que ça montait, ça s'était insulté, ça s'est jeté des projectiles. Les policiers ont commencé à arriver. Les joueurs ont vu que la tension commençait à monter très très fortement. On a vu par exemple Martin Fernandez, qui est un joueur du Gimnasia, venir tout de suite aider les supporters du Gimnasia à détacher les drapeaux parce que on sentait que ça allait déborder. Pourquoi détacher les drapeaux? C'est pour éviter qu'on leur vole. C'est des trophées de guerre, c'est comme chez nous. Donc voilà. Et voilà, on sentait que la bagarre était quasiment inévitable et surtout ce qu'il s'est passé, c'est que quand les projectiles ont commencé à sauter, à être envoyés, la Barra de Boca, qui n'est pas à l'image sur cette photo, pas encore, la Barra de Boca est dans l'autre virage du stade. Elle a juste sauté les grilles de l'autre virage du stade et elle a traversé toute la platea pour venir jusqu'ici et pour venir essayer de faire sauter les grilles pour aller, justement, pour aller tout simplement en découdre avec la bara du Gimnasia. Alors, on est donc dans la tribune des Chenaïsé. C'est normalement une tribune un petit peu. C'est pas la tribune dans laquelle est la bara, je précise bien. Elle a traversé tout le stade. Et donc, forcément, c'est parti un petit peu en sucette. La police est arrivée, a tiré des gaz lacrymogènes et a envoyé des balles de caoutchouc vers cette platea Chenaïsé, où il y avait des familles, notamment les familles des joueurs qui apparemment étaient dans le coin. Alors, ce qui est assez, entre guillemets, amusant avec les lacrymogènes, c'est qu'avec le vent, tout est allé vers les supporters du Gimnasia, donc c'est surtout eux qui ont pris. Bref, il y a eu tout cela. Et en fait, pour que le calme revienne, et concrètement pour que l'on évite le pire, donc ça, vous voyez, c'est la bara du Gimnasia, la bara de Boca, elle, est arrivée donc pour en découdre, et justement pour éviter le pire, en fait, concrètement, il a fallu, c'est une image que vous avez probablement vue, l'intervention de l'homme qui est à gauche, ici, vous le reconnaissez forcément, cet homme, c'est Juan Román Riquelme, le président de Boca, qui est descendu de sa tribune pour aller s'interposer entre la police et la bara pour essayer de calmer un petit peu tout le monde. Et il est descendu avec notre membre du Consejo del Football, dont on parle assez souvent, Raúl Cassini, Marcelo Delgado et Mauricio Chicho Serna. Ils sont donc descendus et ils ont réussi à calmer tout ce monde-là. Ça a évité véritablement, pour le coup, de véritables débordements. Enfin, ça a évité que ça aille vraiment plus loin et que ça aille très concrètement vers ce qui aurait pu être une tragédie. Et au final, en gros, le match a été suspendu pendant ce temps-là, et au bout d'une demi-heure à peu près, le match a repris. Voilà, donc vous voyez Riquelme qui discute et qui calme un petit peu les ardeurs, et donc la deuxième mi-temps a pu ensuite se dérouler. Boca s'est qualifié au tir au but pour la demi-finale. Je le disais, la Copa Argentina, c'est la seule compétition en Argentine sur laquelle on peut avoir des supporters des deux camps. Et si... je vais en parler dans un instant parce qu'il y a des choses intéressantes sur ce qu'il s'est passé. C'est que ça en dit beaucoup aussi de la relation entre Juan Román Riquelme et la Barra de Boca, plus précisément la Doce. Parce que ça n'a jamais été une relation très... Comment dirais-je? Ça a été un peu le va-et-vient au cours de l'histoire, et c'est assez surprenant de voir justement
l'aura dont dispose aujourd'hui Juan Román Riquelme, aura qu'il n'a pas toujours eu en tant que joueur au départ. Sur son premier cycle avec Boca, il n'y avait aucune relation. Il refusait même de leur donner de l'argent quand on leur en demande, quand les joueurs en demandent, enfin quand la barre en demandait, parce que c'est assez fréquent. Si tu veux être soutenu, il faut donner un petit peu d'argent, il faut arroser les gens, ou alors il faut aller participer à des événements qui sont organisés par la Barra. Donc il ne faisait rien. Ça a commencé un petit peu à évoluer lors de son deuxième passage, quand il revient au club, notamment en 2007, où il commence à parler un petit peu, il commence justement à participer à des événements organisés par la Doce, il va aller à des dîners organisés notamment par Mauro Martin, qui était le leader de la Doce, et puis ça se tend un petit peu, notamment autour de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, quand la Barra de Boca est propulsée, Barra officielle de l'Argentine, de Diego Maradona, avec Carlos Bilardo dans l'histoire. Enfin bon, bref, voilà. Il y a donc toujours eu cette histoire de je t'aime moi non plus, de relations un petit peu troubles, mais ça s'est véritablement réchauffé depuis que Juan Román Riquelme n'est plus joueur. Pourquoi ça s'est réchauffé? Parce que déjà, quand ils ont remporté les élections à Boca en 2019 avec Améal, ils ont été soutenus par la Barra, même si, à ce moment-là, Dizeo, qui est le leader de la Barra, de la Doce, n'avait pas été invité à partager les festivités avec les nouveaux élus. Bref, mais les nouveaux élus ne l'ont jamais empêché de continuer à gérer son business. Il continue de mener ses opérations commerciales. Je rappelle que, si vous ne le savez pas, les Barras sont des organisations criminelles. C'est un métier, hein, être membre d'une Barra. C'est pas un supporter comme un autre. Hein, c'est quelqu'un dont c'est le métier. Il n'est pas forcément supporter du club, voire même parfois il ne l'est pas du tout. Il en fait juste son métier. Donc il gère les trafics autour des stades, la billetterie, tout ce qu'il y a autour des stades, et ils vont parfois sur d'autres activités. Par exemple, Dizeo, récemment, ils ont ouvert un restaurant du côté de Puerto Madero à Buenos Aires. Bref, vous voyez, des activités ce sont des entrepreneurs, hein, concrètement. Mais Riquelme, avec cette Barra, ça s'est véritablement encore plus réchauffé, je le disais, lors des dernières élections. Alors on a parlé des dernières élections, on en a parlé avec Vincent notamment pour que vous mesuriez les enjeux qu'il y avait derrière, parce qu'il y avait aussi un combat entre Riquelme et l'ombre de Macri. Et donc voilà, je vous renvoie vers cette émission, c'était un 9-10 il me semble, où on avait parlé de tout cela. Et justement, Juan Román Riquelme, pour se lancer en campagne, avait lancé un mouvement qui s'appelait Soy Bostero, je suis Bostero, hein, l'un des surnoms des supporters de Boca. Et la Barra avait alors ouvertement soutenu Juan Román Riquelme et le mouvement Soy Bostero. Vous vous souvenez aussi des images où l'on voit Riquelme avec cette fameuse caravane qui le conduit jusqu'à la Bombonera, accompagné par tout le peuple chez Neissé, qui était une image assez forte, hein, dans la campagne. Le service de sécurité était assuré par la Doce, donc il y avait véritablement plus qu'un soutien, un rapprochement. Et lors de ces images, il y a un homme que vous voyez un petit peu caché sur la photo si vous avez les images. Il y a un homme avec une casquette. Cet homme avec la casquette, il est ici aussi, sur cette autre image, à côté de Juan Román Riquelme, avec qui il discute. Eh bien, cet homme-là, c'est Fernando Gatica. Son surnom, c'est Lana. C'est un membre historique d'une faction, Lomas de Zamora, et ancien bras droit de Marcelo Aravena. Alors, juste quand même pour que vous compreniez un petit peu de quel type de personnes on est en train de parler, et que vous vous souveniez, hein, que j'ai dit que c'était des organisations criminelles. Marcelo Aravena, c'était le leader de ce groupe, hein, Lomas de Zamora, qui a purgé 12 ans de prison pour avoir assassiné 2 supporters de River lors d'un Super Classico en 1994. Donc vous voyez, on n'est pas sur des gens très commodes, si vous voyez ce que je veux dire pour là. Bref, ce mardi, le ministère de la Sécurité a quand même annoncé des sanctions à la suite de ces événements-là. Des sanctions contre Fabian Kruger, un autre membre, je peux vous dire même, hein, Fabian Kruger, qui lui avait été condamné à 3 ans et demi de prison parce qu'il avait agressé un supporter de la Chacarita il y a 25 ans à peu près. Et contre le fameux Lana Gatica. Ces gens ont été identifiés comme étant le leader des affrontements, eux qui ont entraîné le déplacement de la Barra vers cette zone un petit peu tampon, on va dire, hein, pas très loin des supporters du Gimnasia. Ils sont interdits de stade pour 2 ans. La mesure a donc été prise par les tribunaux. Et je vais vous citer l'extrait parce que c'est intéressant. Elle vise à préserver l'ordre et la sécurité lors des événements footballistiques et à neutraliser et empêcher la présence lors d'événements de personnes qui pourraient altérer celui-ci
de quelque manière que ce soit. Voilà, donc ce sont des éléments perturbateurs, hein, tout simplement, ces deux-là. Mais, il y a quand même un mais à tout cela. Entre-temps, avant que la décision ne tombe, elle est tombée ce mardi, hein, donc ce jour, au moment où on passe, hein, où je fais l'émission, on avait eu quand même un témoignage de Juan Roman Riquelme sur Radio Diez, pardon, où il a raconté pourquoi il est descendu. Hein. Il a vu que c'était le bazar, il s'est dit il faut que j'y aille, voilà. Et s'il fallait y retourner, j'y retournerai. Mais, et c'est là où vous voyez que la relation entre Roman et la Dossé a changé. Il a pris fait et cause pour la Dossé. Et je vais vous citer ce qu'il a déclaré à Radio Diez. La situation était fabuleuse, les barrasses. Fabuleuse. Les barrasses ont commencé à arriver et nous devons les remercier parce hier ils ont commencé à sortir et ils m'ont aidé à calmer les gens, à s'occuper des supporters de Boca au milieu de la nervosité de la police et des gens dans les tribunes. Si la Barra est très critiquée par certains, elle s'est comportée merveilleusement hier. Elle est passée de derrière le but pour venir aider les supporters. C'est quelque chose qui mérite d'être salué. Voilà. Un vrai soutien, une vraie défense de la Dossé, ce qui montre que aussi, surtout maintenant, les deux avancent clairement main dans la main, alors que la tension monte quand même dans les tribunes à Boca. On l'a vu encore ce week-end avec le match nul contre Riestra, où certains supporters ont encore sifflé et s'en sont pris encore un petit peu aux joueurs du club. C'est très compliqué. On a vu l'affaire Sergio Romero après l'histoire du Super Classico. Sergio Romero qui a été sommé par la justice de s'excuser. C'est quand même assez intéressant par cela. Alors, il y a deux éléments. C'est toujours pareil avec l'Argentine, avec les relations avec les Barras. Il y a donc deux revers sur cette médaille. Il y a le côté pile où, effectivement, l'intervention de Juan Roman Riquelme et le fait qu'il soit écouté par la Barra a permis de calmer tout cela. Mais de notre côté, il y a l'affirmation claire et nette que Riquelme et la Dossé avancent main dans la main. Voilà. On ne sait pas trop. C'est peut-être un jeu un petit peu dangereux. Et ça aussi en dit long sur le fait que lorsque vous arrivez aux fonctions à la tête d'un club, c'est quand même toujours très, très compliqué de faire sans la Barra. On se souvient d'une époque où, notamment, du côté d'Independiente, il y avait eu ces envies de faire le ménage avec la Barra. Et ça s'était fini par une attaque au siège du club. C'est toujours très compliqué. Petite parenthèse, je sais qu'il y a probablement des supporters de Boca, mais rappelez-vous de ce qu'a fait River avec ses Barras, et pour l'instant, ça a l'air de s'en être plus ou moins débarrassé. C'est jamais très clair à 100%. Mais voilà, c'est intéressant par rapport à cela. Ces deux éléments-là, ces deux revers de la même médaille, c'est tout à fait l'Argentine. Mais il faut garder à l'esprit que voilà, il y a peut-être un jeu dangereux qui est en train aussi de se jouer parce que ces hommes-là ne sont pas des saints. Je vous ai donné le pédigré de certains d'entre eux. Voilà, on est sur de véritables criminels. Bonsoir Rodolphe, j'avais pas vu ton message, ça a mis longtemps à s'actualiser chez moi. Salut à toi, ça ressemble à une Gérard Lopez. Je sais pas si on peut le dire ainsi, parce que on n'ira pas jamais, certainement pas dire que les ultras sont des barras. Ils ont pas faut pas les insulter non plus. Donc, mais il y a toujours cette nécessité. T'as l'impression qu'il y a toujours cette nécessité pour les futurs dirigeants, et bien tout simplement de faire ami avec la Barra si tu veux t'acheter une paix sociale, en fait, concrètement. Voilà, si tu veux pouvoir, entre guillemets, régner ou diriger ton club. Voilà, et il est clair que dans le contexte actuel de Boca, s'il avait la Barra contre lui, ça veut dire qu'il aurait véritablement tout le stade contre lui et contre ses joueurs, et ça serait encore plus compliqué. Déjà que, vous l'avez vu, c'est tendu. Si vous avez suivi le Super Classico, vous avez vu ce qui s'est passé en bas des tribunes. Et là, après le match face à Riestra, c'était un petit peu chaud aussi. Voilà pour le côté négatif, on va dire, mais positif en même temps, vous le voyez du côté de l'Argentine. Ça, c'est la première news de la semaine. Et si je disais qu'on avait évité la tragédie, là, je vous avais annoncé que dans les news, on n'allait pas rigoler. On va aller au Brésil. Alors, au Brésil, l'équivalent des Barras Bravas, ce sont les Torcida Organizada. C'est la même chose, c'est le même genre de personnage et de pédigré. Et au Brésil, cette semaine, ça a fait plus que chauffer, puisque là, pour le coup, ça a véritablement tourné à la tragédie. Je vous l'ai dit, la première partie de l'émission, on va pas être dans la joie et l'allégresse.
On va là, pour le coup, être dans un véritable drame qui s'est joué à 5h20 du matin dimanche sur la route menant à Belo Horizonte, où de violents affrontements ont eu lieu. Vous voyez quelques images vues de loin, je vais vous en montrer d'autres un petit peu après, des affrontements qui ont eu lieu entre la Mancha Verde, qui est la torcida organizada de Palmeiras, et la Mafia Azul, qui est la torcida organizada de Cruzeiro. Ces affrontements, vous voyez qu'il y a du feu au fond, parce que ça a terminé avec l'incendie d'un bus sur ce pont-là, et ça a terminé dans un drame absolu. Je ne vais absolument pas vous montrer d'images, il y en a plein sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas convaincu, je ne vais même pas vous inviter à aller les voir, parce qu'elles sont d'une violence inouïe. Et vous allez voir, je vais vous donner aussi le bilan, et le bilan est d'une violence inouïe. On parle de près de 150 personnes qui ont été concernés par ces affrontements-là, difficiles à évaluer. Vous le voyez, ça a terminé notamment par l'incendie d'un bus. L'autre bus a été entièrement caillassé. Mais surtout, et c'est là où c'est un drame, et c'est là où c'est plus grave, il y a eu 17 blessés, et surtout, il y a eu un mort du côté des supporters de Cruzeiro. Donc voilà, je ne vous franchement, je vous encourage même pas à aller chercher les images sur les réseaux sociaux, même si je sais qu'elles sont faciles à trouver. Donc voilà. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé justement? On va en parler parce que selon Globo Esporte, l'enquête préliminaire indiquerait qu'il s'agit d'une embuscade qui a été tendue par des membres de la Mancha Verde, qui est donc la torcida de Palmeiras. Sauf que c'est tout jamais très clair là-dessus, parce que la Mancha Verde a publié un communiqué sur son compte Instagram ce lundi, dans lequel elle a nié son implication dans cette embuscade. Et je vais vous traduire ce qu'elle dit dans le communiqué. La Mancha Alviverde a été injustement accusée par certains médias et réseaux sociaux d'être impliquée dans une embuscade qui a eu lieu sur l'autoroute Fernão Dias, près du tunnel de Meiripora, blablabla, aux premières heures de dimanche. Point. L'incident a tragiquement entraîné la mort d'un supporter de Cruzeiro et blessé d'autres personnes. Nous regrettons profondément ce triste événement et nous exprimons notre solidarité et notre consternation envers les proches de la victime en rejetant fermement de tels actes de violence. Nous tenons à préciser que la Mancha Alviverde n'a pas organisé, participé ou encouragé une quelconque action liée à cet incident. C'est très important ce qu'ils disent. Avec plus de 45 000 membres, nos supporters ne peuvent pas être tenus responsables des actions isolées d'une cinquantaine de fans qui ne respectent pas les principes de respect et de paix que nous promouvons et défendons. La Mancha Alviverde rejette toute forme de violence, réaffirme son engagement en faveur de la sécurité et de la coexistence pacifique entre les supporters. Nous sommes à la disposition des autorités pour collaborer pleinement aux enquêtes, en les aidant à identifier et à punir les responsables de ce nouvel épisode funeste et regrettable qui s'est déroulé aux premières heures de dimanche matin. Donc, certes, ils ne vont pas dire oui, c'est nous, mais là, pour le coup, ils affirment très clairement que ils ont pris une vraie position très très claire là-dessus. On les croit pas, ça, on va pas entrer dans ce débat-là parce que sinon on va pas s'en sortir. Et de toute façon, on n'a pas les éléments, on n'a pas tous les éléments. Pendant ce temps-là, la Mafia Azul, donc celle qui a été ciblée, la torcida qui a été ciblée, celle de Cruzeiro, a publié un communiqué. Je ne sais pas si on peut dire un communiqué. Voilà, un message un petit peu plus laconique, on va dire, et un petit peu plus brutal, dans lequel elle dit l'idéologie, c'est pour quelques-uns, elle n'a jamais été pour les cochons. Les cochons, c'est le surnom des supporters de Palmeiras. Perdez avec honneur, mais ne gagnez pas avec lâcheté. Les pleurs de la mère de ton rival n'apportent pas de joie à la tienne. Voilà ce qu'ils disent. Vous sentez qu'il y a une grosse tension. On sent que c'est assez violent. Les deux sont fous, oui. Alors, même si, pour le coup, autant j'entends ce que dit Rodolphe sur le côté, la Mancha Verde, qui va pas dire bah ouais on assume, y a pas de problème. Elle n'assume pas, mais elle prend une vraie position. On peut dire c'est un communiqué politique et tout. La Mafia Azul, elle, a pris une autre position très claire. Ça risque d'être œil pour œil dans l'histoire. Et pourquoi je dis ça risque d'être œil pour œil? Parce que cette histoire-là, il y a plusieurs journalistes brésiliens qui ont rappelé que cette histoire-là remonte à 1988, en fait. En 1988, c'est le moment où on arrive à identifier le moment de la rivalité entre la Mancha Verde
et la Mafia Azul. À cette époque-là, le leader de la Mancha Verde, Cléo Sosthenes Dantas da Silva, a été assassiné de 2 balles. Vous voyez, on est toujours sur un monde merveilleux avec tout le monde qui est gentil et qui danse la farandole de la joie. Il avait été assassiné. Bref, dans le match qui suit, lors de la rencontre qui oppose Palmeiras à Cruzeiro, la Mancha Verde a voulu rendre hommage à son leader avec des chants, enfin voilà, a voulu rendre hommage à son leader décédé. Sauf que pendant ce temps-là, la Mafia Azul, elle, a commencé à lancer des chants insultants et avait alors entraîné une bagarre. On était en 1988. Et depuis, ces deux torcidas se haïssent véritablement, c'est la guerre, au point que des alliances ont été créées. La Mancha Verde s'est alliée avec Galo Cura, qui est une des torcidas de l'Atlético Mineiro, donc l'ennemi absolu de Cruzeiro, quand la Mafia Azul, elle, s'est rapprochée d'une torcida de Sao Paulo. Et c'est là où ça devient intéressant, enfin intéressant, je sais pas, mais c'est là où vous mesurez que ces histoires-là ne sont pas arrivées comme ça. Il y a 2 ans, il y avait déjà eu de tels débordements, il y avait déjà eu des affrontements sur le bord d'une route entre ces deux torcidas qui s'étaient croisés, et à l'époque, le bilan avait été encore plus dramatique, pour dire que vous voyez où je veux en venir, encore plus dramatique. 4 supporters âgés de 26 à 33 ans avaient été abattus et une dizaine âgés de 30 à 50 ans avaient été blessés. Donc vous voyez que tout cela, c'est pas une nouveauté. Il y a 2 ans, ça s'était déjà très très mal passé. On rappellera donc juste que ce dimanche, un homme est mort. Il appartenait évidemment à la Mafia Azul. Enfin, évidemment, oui, parce on connaît son identité maintenant. Il était membre de la Mafia Azul. On rappellera juste que ce garçon-là avait 30 ans et donc n'était même pas né à l'époque des premiers débordements de 1988. Alors, les autorités brésiliennes font rien, c'est très compliqué. Là, on se retrouve sur des torcidas qui se sont croisés. En fait, il y a une enquête. Il y a une enquête qui est en cours parce que la grande question, c'est de savoir est-ce que, comment dirais-je, est-ce que c'est la faute à pas de chance, entre guillemets, dans le sens ils se sont croisés sur cette route à ce moment-là, ou est-ce que, comme le suggère Globo sur les premiers éléments préliminaires, c'est une véritable embuscade? Et là, ça posera d'autres questions. Après, on a vu ces derniers temps, on a vu ces derniers mois, ces dernières années, que les violences entre torcidas étaient vraiment là, étaient brutales. Il y a eu des éléments, je crois qu'on en a déjà montré dans certaines émissions, avec des affrontements dans des rames de métro, des tirs, avec des armes, il y a des armes, des passages à tabac, c'est très compliqué, c'est extrêmement violent. Ça correspond aussi un petit peu, j'ai envie de te dire, à une époque. On voit que la violence est de retour dans tous les stades, c'est même chez nous, même en Europe. On sent qu'il y a une violence qui s'exprime de nouveau très très fortement. On a des débordements entre torcidas, on a des débordements au Brésil, en Argentine, en Uruguay, entre les supporters des clubs, mais aussi entre les supporters de pays différents. On va pas là, ce soir, on a un River Atlético Mineiro en Libertadores. Ça pourrait ne pas bien se passer. Botafogo demain Botafogo demain soir, au moment où on fait cette émission, se rend à Montevideo pour affronter Peñarol. Les supporters de Botafogo sont interdits de territoire pour éviter les débordements, parce qu'il y a eu des débordements à l'aller. La police militaire a frappé très fort aussi du côté des supporters de Peñarol. Donc voilà, c'est très tendu un petit peu partout. Et là, voilà, on arrive sur de véritables drames. Ça part un petit peu en vrille, comme tu le dis, Ibra, partout. Il y a une violence qui est en train de revenir un petit peu partout aux 4 coins du monde. Malheureusement, personne n'y échappe. Et là, au Brésil, on y a échappé de peu en Argentine, à Rosario, entre Gimnasia et Boca, mais voilà ce qui s'est passé au Brésil. C'était, alors je ne sais pas si je vous ai donné l'heure, 5h20 du matin, ça s'est passé, cette histoire. Donc, oui, c'est du foot, mais bon, après les torcidas et les barras, c'est du foot, mais pas forcément. Il y a d'autres enjeux, on va dire. Bref. Voilà, c'est très compliqué tout cela. Vous voyez, ça a commencé par 2 news un petit peu lourdes. Salut à Coco Knight. Bonsoir à toi, bienvenue. T'arrives après, pas joyeux tout ça, non, c'est pas joyeux. On va essayer justement, tu vois, tu me fais la transition pour la 3e news. On va essayer de sourire un petit peu. Voilà. Et si on veut sourire un petit peu en Amérique, aux Amériques, si on veut sourire, il faut aller voir la fédération argentine. Il faut aller du côté de l'Assemblée. De l'Assemblée générale qui s'est tenue et qui a pris des décisions absolument magnifiques parce que, voilà,
on va alléger l'ambiance pour continuer. L'assemblée des escrocs, ah bah écoute, je ne sais pas. On verra qu'il y a des choses importantes dans cette assemblée qui se sont déroulées. On en parlera un petit peu dans le dossier, mais on va s'intéresser surtout sur les choix et les choix par rapport à leur vision de l'élite et du football argentin, puisque vous le savez ou pas, mais probablement on arrive dans le sprint final du championnat en Argentine, de la deuxième partie de saison, qui est pour le coup un vrai championnat, où tout le monde s'affronte. Voilà, il reste en gros une dizaine de journées avant la fin de la saison. La lutte pour les accessites est importante, la lutte pour le titre, la lutte pour la survie aussi bat son plein. Et voilà que, en plein milieu de tout cela, à l'occasion de cette assemblée générale, nos chers dirigeants du football argentin se sont dit qu'ils allaient une nouvelle fois changer les règles en cours de partie. Alors, comment ils ont fait? Ils se sont dit, écoutez les gars, on a une idée géniale, on va faire une nouvelle formule pour notre championnat en 2025. Alors vous allez me dire, bah très bien, c'est cool, ils prévoient déjà 2025. Sauf que, quelle est la nouvelle formule? La nouvelle formule, elle va se faire à 30 équipes. Cette année, nous sommes 28. Si elle passe à 30, ça veut dire que, eh bien, il n'y aura pas de relégation cette année. Donc des équipes comme Tigre et Independiente Rivadavia, qui étaient à la lutte véritablement pour essayer d'assurer leur survie, qui se battaient chaque week-end comme elles pouvaient, bah, au final, maintenant, on leur explique qu'elles ne risquent plus rien. En tout cas, cette année, c'est peinard, on peut repousser à demain. On était donc 28 cette année, on sera 30 l'année prochaine. Et comment on fait pour faire avec un championnat à 30? Eh bien, on change donc le format. Non, pas une ligue fermée. Ils n'ont pas encore eu l'idée, Rodolphe, de la ligue fermée. Et ils ne peuvent pas. Voilà, je pense que Tapia ne le fera pas. Et j'expliquerai pourquoi on arrive sur cette situation-là. Avant cela, le format 2025. Alors cette année, on avait des choses un petit peu entre les deux. J'en profite pour saluer Jax qui vient d'arriver dans le chat. On avait un petit peu entre les deux. On avait une première partie avec une format coupe qui s'appelait la Copa de la Liga. Alors, je dis format coupe parce que les équipes étaient réparties en deux zones et ensuite on avait des quarts de finale, des demi, etc., etc. Bref, on avait ça. Je dis format coupe parce que quand Colonne avait gagné la Copa de la Liga, on s'était dit ah non, ça peut pas être un championnat, on peut pas leur donner un championnat. Bon, depuis on s'est dit si, c'est quand même un championnat. Bref. Et il y avait une deuxième partie de saison où on était pour le coup sur un championnat où avec une table générale, 27 journées puisqu'il y a 28 équipes et on y va à la fin. On prend le classement et on est bon comme ça. Bref, alors comment on fait quand on est 30 et qu'on peut faire deux choses dans la saison? Eh bien, ils se sont dit, la Copa de la Liga, c'est quand même vachement bien. Et donc, ils se sont dit, très bien, alors on va faire deux groupes de 15, puisqu'on est 30, donc ça, jusqu'ici, tout va bien. 14 journées, plus une pour les classicos. Vous comprenez donc que les River et Boca ne seront pas dans le même groupe, que les Newell's et Central non plus, que l'Independiente et Racing non plus, etc., etc. Donc ça, comme jusqu'ici, comme la formule de Copa de la Liga. Et à l'issue de cette phase que l'on va appeler régulière, on jouera des playoffs, de véritables playoffs avec un huitième de finale. Ils ont annoncé des huitièmes de finale, des quarts, des demi et une finale. À chaque fois, ça sera sur match sec. Et là où ça devient absolument génial, c'est que le huitième de finale se jouera chez le mieux classé, alors qu'à partir des quarts, ça sera sur terrain neutre. D'ailleurs, on se posera la question de savoir si on met les inchadas des deux côtés. Après ce qui s'est passé sur Gimnasia Boca, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Bref, donc ça sera sur terrain neutre. Et alors, ce qui est vachement drôle dans tout cela, 50 matchs par an, tu vas voir, on va y arriver, je vais te le faire, le décompte du nombre de matchs, parce que tu vas voir, c'est assez rigolo. On ne fait pas de conférence sud et de conférence nord, on fait zone A et zone B. Bref, l'argument de la fédération argentine pour le choix de ce format, c'est que c'est celui que les fans veulent voir. Je vous jure que c'est ce qu'ils ont écrit. Il y a eu plusieurs médias, notamment Doble Maria, qui a publié les 10 arguments. Il y a eu 10 arguments pour ce nouveau format. Bref. Et donc, pour la descente, on revient au système qui aurait dû avoir lieu cette saison, c'est-à-dire qu'il y a une table au promédio, c'est-à-dire la moyenne de points, et qu'est-ce que je voulais dire? Et une à la table générale annuelle. À la table annuelle, le dernier dégage et le dernier de la table des promédiaux dégage. Ça, c'est normalement ce qui va se passer l'année prochaine, si tant est qu'on ne décide pas de geler les relégations. Donc, quand même, mine de rien,
On va mettre Boca, River, Racing dans la même poule. Bah non, on peut pas. On peut pas mettre Boca et River dans la même poule puisque il y a une journée des Clasico, donc c'est la journée où on est entre zones. Donc il y aura Boca d'un côté, River de l'autre. Donc voilà. Donc il y a 15 matchs avec la fecha des Clasico, oui. Donc ça fait 15 matchs, plus huitième de finale, quart de finale, demi et finale, ça fait 19, et comme le dit Ibra, ça fait 38 matchs de championnat par saison, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce format que je viens de vous expliquer, c'est pour la demi-saison. Il y a 2 tournois, Apertura et Clausura. Et donc, ils se sont dit, on va donc créer une autre petite gentille, enfin, on va créer plein de compétitions, enfin, créer, non, on va remettre au goût du jour plein de compétitions. Alors, vous aurez donc 2 champions, le vainqueur de l'Apertura, le vainqueur du Clausura. Ces deux-là vont pouvoir s'affronter dans ce qu'ils appellent un trophée des champions, voilà, qui va les opposer. Il y aura quand même toujours la Copa Argentina qui va avoir lieu. Le vainqueur, alors accrochez-vous maintenant, on va avoir ensuite une Super Copa Argentina qui va opposer le vainqueur de la Copa Argentina au vainqueur du trophée des champions. Ok. Et il y a toujours la fameuse, la magnifique Supercopa Internacional qui, elle, va opposer le vainqueur du Trophée des Champions à l'équipe classée première à la table annuelle. On va donc avoir chaque année, 6 titres, 6 trophées qui vont être remis en Argentine, 6 coupes pour garnir les armoires. Voilà, chaque équipe va au maximum. Voilà. Alors, le nombre de matchs baisse légèrement. Oui, c'est possible du coup. Bah oui, si, forcément, puisque forcément, quoique, attends. Oui, forcément, puisqu'on était à 19, là on est à 19 plus 19, cette année on était à quoi? 19 plus 27, donc forcément le nombre de matchs de championnat baisse, ça c'est une certitude. Maintenant, on verra comment seront faits les groupes. Alors, sachez que, je le disais, pour justifier cette idée de... Ouais, c'est pas facile à suivre, hein, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on passe à 30, on va avoir 2 conférences, hein, si on doit utiliser les termes de Rodolphe, c'est pas totalement faux, 2 zones, avec 15 équipes chacune, elles s'affrontent toutes une fois, ça fait 14 matchs, et on fait une journée où on se croise, où on va aller chercher son rival, donc River jouera Boca, Racing jouera Independiente, etc., etc. Et Banfield jouera Lanús, etc. Et donc, à l'issue de cela, on a des qualifiés pour huitième de finale, quart de finale, demi et finale, chacun sur match sec. 2 champions par an qui s'affrontent pour un trophée des champions, qui affrontent le vainqueur de la Copa Argentina et le vainqueur de la table annuelle pour tout cela. 2 relégations si on y reste. Donc voilà, c'est absolument magnifique. Ça ressemble à rien, mais sachez que pour justifier l'idée de passer à 30, nos chers génies de l'AFA ont donc, je le disais tout à l'heure, donné plusieurs arguments. Alors je ne vais pas tous vous les donner, je vais vous en donner quelques-uns parce qu'ils sont amusants. Il y en a un qui consiste à nous expliquer, et je vous jure qu'ils y croient quand il dit ça, hein, ils vous regarderont droit dans les yeux pour vous le dire, que en fait l'Argentine exporte énormément de jeunes joueurs, hein, vraiment de plus en plus, et donc il faut que ces jeunes joueurs puissent jouer au plus haut niveau le plus possible. Et donc, en passant à 30, on permet à avoir... c'est ce qu'ils disent. Hein, ça permet d'avoir plus d'équipes et donc de pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer, d'avoir trouvé des places, entre guillemets, dans les équipes, un petit peu, quelle que soit l'équipe, mais donc d'accélérer un petit peu leur développement pour pouvoir encore mieux les vendre, concrètement. C'est le message caché. C'est terrible, hein, mais ils y croient. Alors qu'importe, hein, si le fait de jouer à 30, il parle pas de compétitivité, on s'en fout, hein, mais bon, bref. On voit aussi que derrière tout cela, il y a un petit élément qui est assez intéressant, parce que je le disais, cette année, ils ont fait, jusqu'ici, ils faisaient une formule coupe, une formule championnat plus long. Ils savaient pas trop dans quel ordre les mettre, c'est-à-dire qu'il y a eu des années où c'était d'abord le championnat long et le deuxième semestre, la formule courte. Là, ils ont opté pour 2 formules courtes. Ça a un effet. Un effet, c'est que pour te qualifier pour les playoffs, tu vas avoir que 14 matchs et pas 27 pour aller te classer le plus haut possible. Ce qui veut dire que les équipes qui vont jouer les campagnes continentales, la Libertadores ou la Sudamericana, elles vont pas pouvoir prendre trop de risques de faire tourner. Donc c'est aussi peut-être un moyen de leur mettre un petit peu la pression là-dessus. Voilà, bon, c'est ce qu'ils pensent. Je pense que ça tournera quand même beaucoup. Donc, mine de rien, petit chiffre pour vous présenter cela. Je vais en profiter pour vous mettre un petit graphe sur les descentes depuis 2014 et sur les formules de championnat, parce que vous voyez que depuis 10 ans, on a eu
Un championnat à 20 en 2014. On était à 30 en 2015 et 2016, héritage Grondona. On est repassé après avec l'idée ensuite de rediminuer. Et on devait en perdre 2 par an. Donc on en était à 28 en 2017, 26 en 2020, en 2018, 24 en 2020 parce qu'il y a eu Covid. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit non, 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 mais on va tout geler, c'est Covid, c'est compliqué. Et vous voyez qu'on est en train de remonter progressivement. On était 28 cette année, il était censé avoir 2 descentes, il n'y en a plus, on sera 30 l'année prochaine. Voilà. Juste pour vous dire que 30 équipes en première division, la deuxième division argentine, avec 2 zones également, contient 38 équipes. Eh bien, c'est exactement ça, Rodolphe, je vais y arriver dans un instant. Ça fait donc 68 clubs professionnels dans les 2 premières divisions argentines. Cherchez un pays au monde où vous aurez l'équivalent, je pense que vous ne trouverez pas. Je pense que vous ne trouverez pas. On a donc 68 équipes professionnelles dans les 2 premières divisions du pays. Je vous laisse imaginer le niveau de certains matchs. Beaucoup de matchs, ça va permettre aux équipes de faire jouer les jeunes et reposer les cadres. Oui et non, parce qu'une formule sur tournoi court, tu vas pas pouvoir t'amuser à perdre trop de points comme ça. Alors, ça pose aussi cette politique-là, et Rodolphe le dit dans le chat, elle a aussi 2 objectifs. Le premier, le principal, dirons-nous, c'est de diluer. C'est de diluer les voix des grands. C'est une politique qu'utilisait beaucoup Julio Grondona, qui est le modèle de Chiqui Tapia. Plus il y a d'équipes professionnelles, plus il y a de voix pour voter. Plus il y a d'équipes dans les premières divisions, plus il y a de voix, et plus les voix des gros se diluent. Et donc, l'objectif, c'est donc de renforcer sa place. C'est-à-dire que quand tu fais des cadeaux aux petits, ils te le rendent par des voix. L'autre décision qui a été prise lors de ce congrès, c'est que Chiqui Tapia a été réélu jusqu'en 2026. Alors, Chiqui Tapia, sur la photo, il est au centre derrière la chaise. Voilà, c'est lui qui a le pouce levé. Voilà, sur la photo, Rodolphe. Mais il y aura une photo de Chiqui Tapia dans le dossier, parce qu'on va reparler, il y a eu d'autres choses qui ont été faites pendant cette Assemblée Générale. Et donc voilà, il y a quand même une procédure judiciaire qui est en cours, et je vais en parler dans un instant. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de rester en place. Il a été réélu jusqu'en 2028, donc il est encore là pour au moins 4 ans. Bah voilà, tout va bien. Il est là, il me semble, depuis 2017, Chiqui Tapia. Donc ça commence à faire beaucoup. Il est fier de son idée de génie. Bah, en même temps, son idée de génie fonctionne puisqu'il est systématiquement réélu. Donc voilà. Ils n'ont pas encore donné la date de reprise. Ils ont aussi dit, par exemple, que le fait de prévenir plus tôt et sur l'organisation plus précoce, entre guillemets, ça permettait de pouvoir se projeter, de savoir, bon, on verra, on en reparlera. Je vais juste conclure avec une phrase absolument magnifique de nos chères têtes pensantes, parce que c'est peut-être l'une de mes phrases préférées. Ils ont déclaré: la Ligue argentine doit être à l'avant-garde des compétitions mondiales en termes de consommation, d'attractivité, d'intérêt. Elle doit être l'exemple. Voilà, je vous laisse méditer sur la Ligue argentine, qui peut être un exemple à suivre. Équipe à 30, cherchez les premières divisions de partout dans le monde. Personne n'est à 30, à part la MLS, mais sur ces franchises. Donc voilà, ça me rappelle quelqu'un. Ah, attention au nom que tu vas mettre. Attention au nom que tu vas mettre, Red. Mais voilà. Donc voilà pour rigoler un petit peu. On rigole, mais c'est quand même terrible parce que beaucoup, et notamment les gros, passent leur temps à expliquer à quel point cette dilution et cette augmentation constante du nombre d'équipes nuit à la compétitivité de l'Argentine. Bah voilà, la compétitivité. Ils considèrent qu'ils sont compétitifs. Ils considèrent que ces formules-là sont compétitives, que c'est ce que les gens veulent. Alors sachez, petite parenthèse. Par rapport aux droits télé, il se murmure que tous les matchs ne seront pas diffusés sur les canaux. Il se murmure qu'ils ont un projet pour que certains matchs de chaque journée, je crois qu'on parle de 12 matchs diffusés sur les réseaux de télé habituels, et il parle donc de quelques matchs qui pourraient passer sur des plateformes. Alors, ils n'ont pas défini ce qu'ils appelaient plateforme de streaming. Est-ce qu'ils vont passer des matchs sur des plateformes comme Twitch ou créer une plateforme eux-mêmes? On n'en sait rien. Ils ont dit que c'était aussi les attentes de certains spectateurs.
Mais effectivement, comme tu le dis, Rodolphe, le producto s'annonce absolument extraordinaire et on continue systématiquement d'être dans le déni et quand même, c'est assez terrible. Sur YouTube, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça veut dire YouTube, je ne sais pas si ça veut dire Twitch, je ne sais pas si ça veut dire on va créer notre propre plateforme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils ont rien précisé, mais effectivement, ça, voilà, on verra. Après, quand Boca n'est pas capable de gagner contre Riestra, non. Mais oui, mais alors, mais justement, à l'international, le championnat reste invendable parce que, eh ben, on va pas se mentir, mais Independiente Rivadavia contre Riestra, bah ça se vend pas. Et en plus, faut voir sur quoi joue Riestra, par exemple.